Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Alors aujourd'hui, dernier top, le top film de la décennie 2010. Donc il y a déjà le top film 2019 et les top manga 2019 et décennie 2010. Si vous voulez aller les voir, allez-y quoi. Alors avant de commencer, je redis les bases. C'est mon top, c'est mes goûts, c'est mes choix. C'est peut-être pas vos choix, mais c'est normal, c'est vos choix. C'est pas les meilleurs films objectivement, c'est les films que j'ai préférés. Bon bah on va commencer alors. Numéro 10. Along with the Gods, The Two Worlds. J'en ai déjà parlé dans mon top 10 films 2018. Donc je vais en parler rapidement. C'est un blockbuster sur le deuil coréen. Donc déjà deuil et coréen c'est assez rare. En plus on suit des personnages déjà morts en fait. Leur but c'est juste de se faire réincarner. Et pourtant en fait on est avec eux en fait. On a l'impression qu'ils sont vivants. On veut pas qu'il leur arrive des choses graves. On a un univers enrichi de décors variés, par exemple. Dans l'enfer, avec le désert, la glace, les forêts, les cascades, il y a tout. Ou avec les monstres et les esprits qui ont un bon design, à vengeresse, des monstres tout court. Ou même les supplices, les tortures. C'est assez intéressant. Mais c'est pas que ça, en fait, c'est aussi extrêmement touchant. Par exemple, la relation entre les frères et avec leur mère, question de deuil. C'est assez palpable, en fait. C'est assez bien écrit. En plus, on n'a pas le temps de s'ennuyer, parce que le récit, en fait, c'est une enquête dans le monde vivant. Et le jugement de notre héros, une sorte d'aventure, dans le monde des morts. C'est film enquête, film drame, film aventure, de procès en fait. Il y a de tout en fait là-dedans, il y a de tout. Et en plus c'est très dynamique et maîtrisé au niveau de la mise en scène. Même les FX, donc les effets spéciaux, sont de qualité Hollywood. C'est vraiment très très beau et très bien maîtrisé. C'est techniquement, c'est plus qu'au top là en fait. Un grand film. Passons au numéro 9. Numéro 9. Star Wars Rogue One. Alors les derniers Star Wars, je les aime pas beaucoup, mais alors pas beaucoup du tout. Mais ici c'est un peu une exception. Déjà pour moi c'est un des meilleurs Star Wars de tous les temps. Dans mon top 5 facile. On va éliminer déjà le principal défaut que je vois moi-même, c'est-à-dire les deux personnages principaux. C'est vrai qu'ils sont un petit peu clichés, mais en soi, ils apportent une vision différente dans l'univers de Star Wars. C'est-à-dire un rebelle qui a la morale un peu douteuse, et un personnage qui n'est ni dans l'Empire, ni dans les rebelles. Mais par contre, les personnages secondaires, pour moi, sont les meilleurs personnages secondaires que j'ai vus depuis très longtemps. Et le meilleur équipage aussi. Avec le meilleur robot all-time, qui fait de l'humour noir, qui fait des vannes, parce qu'ils ont trafiqué son circuit. Et du coup, il n'est pas dans la norme, on va dire, ce qui le rend un peu plus humain. Et c'est une bonne justification aussi. Et c'est assez touchant les échanges qu'il a. On a le conducteur de marchandises, je crois aussi, qui est lui un petit peu plus secondaire. On a surtout les deux personnages asiatiques. Le Jedi aveugle, enfin pas vraiment le Jedi mais le sous-Jedi aveugle et le chasseur de primes on dirait. Ils ont un vrai vécu entre eux. Ça marche bien en fait leur relation. Tu le sens, c'est palpable. C'est naturel un peu leur discussion. C'est aussi un aspect de la force assez intéressant avec le personnage là de Donnie Yen qui ne voit pas et qui ressent la force en fait et qui la suit aveuglément. Il se pose pas la question en fait, il suit. Je suis la force. Pas je suis la force, mais je suis la force. On n'a jamais trop eu un personnage aussi dévoué à la force dans cet univers. C'est un aspect assez intéressant de la force sans que ce soit un Jedi. C'est un pari assez osé. Et on s'attache à cette équipe qui se forme au fur et à mesure de l'histoire. Alors qu'on sait très bien comment ça va finir vu que l'épisode se passe entre le 3 et 4 et juste avant le 4. Pourtant on sait ce qui se passe et on a de l'importance pour le destin des personnages. C'est assez touchant. Et c'est un peu une mission suicide en gros. Ce qui est intéressant dans l'univers de Star Wars, c'est que ça en fait un peu un film de guerre, documentaire, de reportage, avec la réelle qui va avec, c'est-à-dire un aspect très réaliste, qui s'adapte parfaitement au récit, très proche des personnages, à hauteur d'homme. Par exemple, quand il y a des AT-AT, on les voit à hauteur d'homme. On les voit du point de vue des personnages en fait. Ce qui nous rapproche assez facilement de leur destin. Et c'est un peu pareil pour la scène où il y a le seul Jedi qu'on voit, qui est montré de façon assez réaliste, assez crue, d'une scène de sabre laser. Et ça nous montre un peu le danger que ça peut être. Et aussi le danger des possesseurs de cette force et de ce sabre. Qui un peu un aspect de monstre en fait. Un peu une menace que tu ne peux pas arrêter. Quoi, c'est facile de faire un Star Wars de nos jours. Faut juste avoir l'envie en fait. Et avoir des vraies idées. Et c'est le film Star Wars sorti récemment qui a vraiment des décors qui changent vraiment. Bon, il y en a un peu dans le 8 et dans le 9. Mais dans celui-là, il y en a vraiment beaucoup. Et PS, c'est le seul film des derniers Star Wars qui a été validé par George Lucas. Passons au numéro 8. Numéro 8. Ah, Capella. Donc là, on est sur un film, on va dire un petit peu plus classique coréen.
dire un film social et un peu un thriller, ce qu'ils font tout le temps, on va pas se mentir, mais ce qu'ils font très bien. On est sur un film beaucoup plus calme que le numéro 9 et 10, où on s'attarde plus sur les émotions, sur le jeu d'acteur, on va dire, avec un duo d'actrices féminin, qui marche très très bien, qui est assez réaliste. Leur amitié marche bien. En fait, l'histoire, c'est un peu les répercussions d'un acte horrible de personne sur une victime, quoi. On est du point de vue de la victime et comment elle s'en remet de ce traumatisme. C'est de montrer un peu comment fonctionne la société coréenne, comment elle est perçue, et surtout pour les victimes, on va dire. Et du coup, ça vient totalement en opposition avec toutes les scènes de chant, d'où le nom a cappella, qui font sortir un peu le personnage de son mal-être. C'est une parenthèse légère et ça permet d'avoir un rythme et un ton qui changent assez fréquemment et qui se marient bien entre eux. Mais c'est un film prenant, c'est un film palpable. Il n'y a rien de fou en mise en scène, mais c'est très efficace, ça marche très bien. Et ce qui rend d'ailleurs le film beaucoup plus sociétal que thriller coréen, puisqu'on est beaucoup plus sur le personnage, on est moins sur l'action, sur des scènes mouvementées, on va dire. Un très bon film. Passons au numéro 7. Numéro 7. Snowpiercer. Toujours dans le film coréen, mais là un peu plus international, on va dire. Par le réal qui a gagné la Palme d'Or et l'Oscar du meilleur film pour Parasite. Mais là, je trouve que c'est son meilleur film. D'ailleurs, il est beaucoup plus social que Parasite. D'ailleurs, le principe même du train, avec les classes inférieures, les pauvres à l'arrière et les riches à l'avant avec de meilleurs moyens, et une meilleure vie, je trouve que ça marche beaucoup mieux. Parce que c'est dans le fond, c'est dans la forme, et c'est dans le scénario en fait. Cet aspect social. C'est un peu comme toutes les œuvres apocalyptiques. C'est-à-dire qu'on voit vraiment l'humanité quand elle s'effondre en fait. Ce que font les hommes quand ils n'ont plus leur repère. Et pourtant, le scénario, c'est le voyage de personnes d'un point A à un point B. C'est juste ça. Et pourtant, ça reste sublime. Visuellement, ce simple chemin est d'une monstruosité sociale énorme. Et qui paraît normal dans ce récit, en fait. Enfin, pour les personnages, je veux dire. En plus, pour ce récit, on a le droit à une mise en scène parfaite, qui arrive à nous montrer le train sous plusieurs aspects, et pas ses meilleurs. Et on a tout un travail visuel qui est en lien avec la mise en scène, je l'admets. On arrive à avoir des plans poétiques, et à la fois ignobles, en une séquence ou dans le même wagon en fait. Et je trouve ça assez efficace. En plus c'est violent socialement, mais physiquement aussi, hein. C'est vraiment cru, les combats sont crus, les actions sont crues. Un aspect réaliste d'un univers de science-fiction assez impressionnant qui donne envie d'en savoir plus. Et on a, pour conclure, la meilleure actrice de tous les temps, Tilda Swinton. Donc en fait ce film, il y a Tilda Swinton et Bong Joon-ho. C'est bon en fait. Passons au numéro 6. Numéro 6. Mad Max Fury Road. Alors celui-là tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu, voilà. Alors c'est une course-poursuite de 2 heures, on va pas se mentir. Hein. Le scénario est simple mais efficace. Simple ça veut pas dire mauvais, justement. Parce que rien qu'à travers ce scénario, on voit tout l'univers en fait. On voit un univers gigantesque. On voit la vraie nature des hommes. Et on arrive à voir les enjeux des personnages. Et pourtant, j'aime pas les films de voitures. Hein. J'aime vraiment pas ça, hein, parce que j'aime pas les voitures. Mais là, c'est tellement intense, c'est tellement dingue visuellement, que je ne peux qu'aimer en fait. T'as l'impression d'être dans un trip pendant 2 heures, où on change de visuel assez fréquemment quand même, entre la nuit et le jour, et tous les flashbacks, tous les délires visuels qu'a George Miller. C'est ultra rapide, il y a un montage très rapide, et lisible en même temps, en fait c'est pas très commun. On arrive à voir toutes les actions, à tout comprendre, alors avec des plans très très rapides, des accélérations de mouvement, enfin des accélérations de temps. Donc on accélère la séquence, ce qui donne un aspect assez intéressant en fait dans ce film. C'est un peu le renouveau du film d'action je trouve. Et d'ailleurs, on n'a pas fait mieux depuis. Enfin, moi j'ai préféré des films d'action faire que ça. Mais en blockbuster d'action, j'avoue que j'ai pas vraiment vu mieux. Hein. On critique souvent les personnages en fait parce que le personnage de Charlize Theron est très forte et très indépendante et assez intéressant à regarder et à comprendre. Et on dit que le personnage de Max est pas vraiment Max. C'est d'ailleurs ça qui le différencie des autres Mad Max, en plus de la course-poursuite. Parce qu'en fait, on dit non, c'est pas Max. Mais c'est le propos du film en fait. Au début, c'est lui qui se présente comme Max. Et en fait, à la fin, on lui demande son prénom. Comme s'il avait le droit de le porter. C'est le narrateur. Et à la fin, il n'y a plus de narrateur au fur et à mesure. On lui demande son nom. Comme s'il avait le droit d'hériter de ce nom. Qu'est-ce que tu veux que ce soit pas Mad Max ? Il le devient. Bon, passons au numéro 5. Numéro 5. Hardcore Henry. Donc déjà ici, on est sur un film russe. Bon, j'avoue que j'en ai pas vu 50, mais celui-là, je l'ai bien vu. Hein. On n'est pas sur une adaptation de jeu vidéo, à proprement parler.
mais plutôt sur une adaptation d'un concept de jeu vidéo, qui est ici le FPS, la vue subjective. On regarde toutes les qualités de ce type de jeu, c'est-à-dire un rythme ultra rapide, qui marche très bien ici, parce qu'on a des personnages qui interagissent avec nous, des sortes de PNJ, notamment avec un personnage qui réapparaît plein de fois sous d'autres aspects, qui représente cet aspect-là, et qui en fait est pas si con que ça, quand il pense. C'est une vraie justification. On arrive à matérialiser ce concept. Ça, c'est assez intéressant. En plus, il rend hommage à ce type de jeu, hein, très clairement. Notamment par le scénario, en fait. Il est pas si con que ça, hein, ce scénario. Il est simple, d'accord, mais il est efficace. C'est comme Mad Max Fury Road. Parce que là, en fait, on remet en question le point de vue subjectif. On dit que c'est toi, en fait, au début. On dit que c'est toi, y a pas de problème. Pendant tout le film, c'est ça. Et il y a un twist, en fait. Il y a une remise en question du point subjectif à la fin du film. En fait, tout ce que t'as vécu, c'est pas vrai, en fait. Et ce que t'as vécu, y a pas que toi qui va le voir. C'est même la remise en cause du film. On croyait être Henry, mais en fait, on est plein d'autres gens, en fait. On est un faux Henry, en fait. Et on sait pas qui regarde, en fait. Et techniquement, on sait pas qui on est. D'ailleurs, ça joue sur les attentes tout le temps, hein. Justement, on a le point de vue subjectif, autant jouer sur les attentes de perception, en fait. Qui est-ce qui regarde? Bah, on le sait pas, en fait. On croit le savoir, mais on le sait pas. En plus, la mise en scène, du coup, se met du point de vue subjectif. Du coup, il y a plein de petits effets qui permettent de rentrer plus dans le film. Donc des éclatants, tout ça. Ça, c'est assez classique, on va dire. Mais j'ai jamais vu des scènes d'action en point de vue subjectif aussi bien réalisées, en fait. C'est incroyable. C'est H24 dans son corps, en fait. Tu vis ce qu'il vit. Et vraiment, tous les codes du jeu vidéo transmis en film. Il n'y a pas vraiment trop d'adaptations meilleures, en fait, possibles. Parce que adapter des scénarios, en fait, le scénario, c'est pas propre au jeu vidéo. Le scénario, c'est dans tous les arts, en fait. Par contre, la mise en scène du jeu vidéo et le gameplay, ça, c'est propre au jeu vidéo. Et comment tu adaptes ça en film, avec une mise en scène dynamique, avec un point de vue subjectif que tu remets en question constamment. Et voilà. Bah, le meilleur exemple, c'est le combat final. Le combat final est dingue visuellement, et auditivement aussi, hein, on va pas se mentir. On rentre à 300% dedans. Cette séquence, je pense que c'est la meilleure séquence d'une œuvre adaptée de jeu vidéo. Il a compris le concept, en fait. Et jusqu'à la fin du combat, et ce qui se passe un peu après, ça questionne encore la subjectivité et l'envie du spectateur transposée au personnage. Incroyable. Passons au numéro 4. Numéro 4. Drive. Donc déjà, c'est le meilleur film de Nicolas Winding Refn. Ça, on met les bases. Alors déjà, on est sur un film assez contemplatif, avec un rythme peu soutenu, pour nous faire rentrer un peu dans cette vie du personnage, dans cette ville, à un rythme bien particulier. D'ailleurs, l'opening est totalement la représentation de cette idée d'un rythme lent, jusqu'à qu'il y ait une grosse action, une grosse scène de tension, et après on revient à un rythme lent, avec toujours cette musique incroyable, en adéquation d'ailleurs, qui marche bien avec cette ambiance contemplative de néon, et de dire que c'est assez simple les couleurs avec ce que vit le personnage. Non, c'est pas que ça en fait, c'est pas que ça du tout. C'est d'ailleurs magnifique visuellement, ces photographies de la nuit un peu, cette double vie. Et d'ailleurs son jeu est en rapport avec ça, parce qu'il est assez calme, c'est un jeu par regard en fait. Il te fait sentir des trucs, ressentir des émotions que pas tout le monde peut faire juste avec son expression faciale et ses yeux. En fait ce film, c'est rien de forcé. Tous les éléments dont j'ai parlé ne forcent rien. L'acteur ne force pas, le rythme ne force pas, même la musique ne force pas, le visuel ne force pas. Ce film c'est ne rien forcer. Et du coup ça permet de rentrer dans ce film. C'est pas vraiment une histoire complexe, mais c'est plus vivre dans l'instant, être violent dans l'instant. Il est pas violent longtemps, il est violent sur une petite partie. C'est un film magnifique, rien à redire. Passons au numéro 3. Numéro 3. The Big Short. Donc déjà c'est le premier film sérieux d'Adam McKay, on va dire. Film sérieux, j'entends par là film dramatique, alors qu'il y a de la comédie, hein, parce qu'il a déjà fait Very Bad Cops et Les Anchorman, je crois ça s'appelle, qui était très intéressant au niveau de la mise en scène et au niveau de l'humour. Et en fait, il transmet ça dans une approche qu'il va avoir avec ce film et Vice, de montrer les sombres facettes des USA. Comme c'est un événement réel qui s'est vraiment passé, il nous brise un peu le quatrième mur. Il brise souvent le quatrième mur pour nous faire comprendre des concepts assez compliqués, et qui sont bien réels en fait. Aussi pour nous montrer que oui, c'est bien réel, hein, c'est pas une fiction. Pour nous ramener à la réalité toujours. Alors qu'il mélange l'humour et le tragique, tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais assez fréquemment. Dans le ton et dans la forme. Par exemple, on a un personnage qui est joué par Ryan Gosling, qui est peut-être du coup son meilleur film, en fait. Il a un rôle moins grand, on va dire. Et qui balance pas mal de punchlines, en fait, qui marchent bien. Tout en nous expliquant, en fait, que ça va pas très bien en ce moment, en fait. Que moi, je me fais de l'argent,
vous allez pas aller bien. Hein. Il y a un peu une position de narrateur pour qu'on ait une position de témoin en fait. Pour qu'on voit en fait ce qui se passe. Avec lui, ils avaient prévu ça depuis longtemps en fait. Donc tout le monde fêtait, eux ils bossaient. Et à travers ces acteurs au top, parce que c'est que des acteurs au top, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est assez incroyable de voir autant de bons acteurs. Hein. Et en fait, ils ont tous un peu une vision particulière sur la finance. Des gens qui veulent juste faire du fric. Il y en a qui veulent mettre à mal ce système injuste. Il y en a qui essaient juste de comprendre. Il y en a qui veulent en faire partie. Il y a un peu de tout en fait. Ouais, c'est un peu sur la forme. Mais vraiment sur la forme, le montage est incroyable sur ce film. Il est trop sous-estimé. Bah, déjà, il est très rapide. Mais il est percutant à chaque fois. Hein. À chaque fois qu'il fait un effet, il est percutant. Quand il te montre par exemple, il te fait un faux raccord sur une scène d'un personnage de la réalité qui t'explique un concept. C'est pas pour rien en fait. Pour montrer en fait que non, c'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal du tout. On a aussi un montage menteur comme dans Vice. On nous fait croire des choses. Bah non, en fait, il s'est pas passé ça. Ou alors, on a changé un peu l'histoire pour le récit. Et notamment avec aussi du son, qui est ici utilisé par exemple pour créer du malaise dans des séquences. On a un personnage qui comprend en fait que le monde est perdu en fait. Le monde de la finance est perdu. Et on nous met des rires enregistrés dessus pour nous montrer tout son malaise en fait. C'est comme si t'étais dans une salle, tout le monde riait alors qu'il se passait quelque chose d'horrible en face. Ou alors tu nous mets une musique qui fait penser à l'enfer quand tu vas à Las Vegas pour nous montrer ce qu'est ce lieu réellement. C'est un peu une docu-fiction, et il n'y en a pas beaucoup dans Stop, mais c'est vraiment incroyable. Passons au numéro 2. Numéro 2. The Raid 2. Ici on est sur le meilleur film d'action pour moi, de la décennie. Il y en a pas mal dans le top, hein, mais parce que j'aime bien ça. Mais ici c'est assez spécial parce que c'est un space opéra à la baston, donc un space opéra c'est une histoire avec beaucoup de personnages, et on les suit dans leurs aventures un peu. Et ici c'est les space opéra à la baston, donc c'est que des mecs qui se tabassent. On a une esthétique sublime, influencée par le manga, très poétique, très contemplatif par moments, et très nerveux par d'autres moments. On a vraiment un sentiment de danger constant en fait. Très constant. Tu pourrais te faire tuer dans n'importe quelle ruelle. N'importe qui peut prendre de l'argent pour te tuer. D'ailleurs, ce sentiment est un peu représenté par une des meilleures scènes en voiture que j'ai eues. Une scène d'action en voiture, avec le numéro 1 de ce top, qui ici montre bien ce sentiment. Tu pensais être à l'abri, mais en fait, t'as 50 mecs sur toi. Pas très cool, quoi. Et ici, on a un scénario beaucoup plus travaillé que le 1. Ça reste simple, mais pas mauvais. Simple, ça veut pas dire mauvais. Simple, ça peut dire efficace. Dans un univers beaucoup plus grand, on est moins dans un seul immeuble. Là, on est dans toute une ville, avec des combattants avec leurs âmes bien à eux, comme dans un manga en fait. Et on prend des prises de risques, on reprend des acteurs qui sont morts dans le 1, et on leur refait jouer d'autres personnages dans ce numéro 2. C'est une prise de risque assez impressionnante, et ça paye bien du coup. Il y a toujours des scènes d'action assez nerveuses et réalistes, tout en étant un peu des arts martiaux du coup. C'est un peu la saga qui a un peu modernisé les arts martiaux, je trouve, assez brillamment. Moi j'adore les films d'arts martiaux. Passons au numéro 1. Numéro 1. J'ai rencontré le diable. Donc vous connaissez mon amour pour les films coréens, là, ça se montre bien, là, on va dire. Vu que c'est mon numéro 1 de la décennie. Donc le film que j'ai préféré de la décennie. Pour moi c'est le thriller coréen parfait. C'est un peu un oxymore ça. Parce que les thrillers coréens, ils en font 50 000. Et les 3/4 sont plutôt bons. Donc, déjà 3/4 de films très bons, c'est assez rare. On peut citer Memories of Murder, The Chaser, et là j'ai rencontré le diable. Pour moi, et le revenge movie parfait. Et le thriller parfait du coup. Revenge movie du coup c'est pas du rape and revenge, ça c'est quand un personnage se fait violer et il se venge. Comme Revenge, le film français. Là, c'est un autre personnage se fait violer et tuer. Et en fait son mec veut se venger en fait. On est dans de la violence pure en fait. Une violence pure. C'est cru, c'est abject, c'est parfait en fait. C'est d'ailleurs le revenge movie et le thriller, c'est d'ailleurs mon genre préféré. C'est mon sous-genre préféré et mon genre préféré. Et du coup, c'est le film préféré de mon genre préféré de mon sous-genre préféré. Non, mais je peux pas faire grand chose. Non. C'est un peu le même principe que Mad Max, c'est une course-poursuite incessante. Avec un horrible méchant, franchement, le tueur qu'il y a dans le film. Mais c'est le pire tueur que j'ai jamais vu. Hannibal Lecter, il peut se rhabiller en fait. Parce que lui est vraiment réaliste. Hannibal Lecter, il est un peu fantaisiste. Il est assez réaliste, mais un peu fantaisiste. Ici, il est horrible, il est 100% réaliste. Il n'a aucune morale. Et pourtant, il n'est pas tout noir en fait. Ou tout blanc, comme vous voulez. Personne n'est tout noir ou tout blanc dans ce film. Alors que c'est ultra violent, c'est ultra réaliste. C'est pas vraiment manichéen, on va dire. C'est ultra violent, c'est ultra réaliste. Alors que ça va à l'extrême du concept de thriller et surtout du concept de revenge movie. Dans un aspect réaliste, toujours.
Du coup, pour que cela fonctionne, il faut que les acteurs soient au top. Et c'est ce qu'ils sont. Ils sont au top. C'est incroyable d'avoir des acteurs aussi bons dans leur rôle et dans leur concept des personnages. Avec l'enculé de base, qui est en fait pas un bon fond, mais on a des choses pour l'humaniser un peu. Et l'autre qui est un peu le vengeur déterminé. On a l'impression que les rôles s'inversent des fois. Tellement c'est bien écrit. Tellement c'est bien mis en scène. On a des fois de la peine pour lui. Alors que c'est le pire des enculés. C'est pas possible ça. C'est juste parfait. Alors que la première fois que j'ai vu ce film, j'ai vu que les 2/3. Et pourtant, j'ai vibré. Bon bah voilà, le top est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du coup. À appuyer sur la cloche. À laisser un like. À me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et regardez mes autres vidéos. Et n'oubliez pas de mettre votre top en commentaire. Donc voilà, c'est terminé. Je vous dis à une prochaine fois. Et lisez des mangas.